Bonjour, soyez les bienvenus. Nous sommes en direct sur Ici Paris-Île-de-France et sur la chaîne YouTube de France 3, Paris-Île-de-France. Suite de nos entretiens avec les candidats à la mairie de Paris, ce matin, nous recevons Pierre-Yves Bournazel. Bonjour Pierre-Yves Bonjour. Bournazel. Vous êtes candidat à Horizon, soutenu par Renaissance et le Nouveau Centre. Bienvenue à vous, bienvenue Merci. aussi à nos téléspectateurs sourds et malentendants qui peuvent suivre cet entretien grâce au sous-titrage en direct donc, de cette émission. Pierre-Yves Bournazel, vous êtes né dans le Cantal, vous avez grandi en Corrèze, des études à Toulouse avant d'arriver à Paris. Vous avez fait vos débuts en politique au cabinet de Françoise de Panafieux quand elle était maire du 17e. Vous avez aussi travaillé avec Rachida Dati lorsqu'elle était garde des Sceaux. Vous étiez son conseiller presse et communication. Et puis côté mandat, eh bien, vous êtes conseiller de Paris depuis 2008. Vous êtes implanté dans le 18e arrondissement, dont vous avez d'ailleurs été le député entre 2017 et 2022. Même question que l'on pose à tous les candidats. Pourquoi les électeurs devraient-ils vous faire confiance et comment comptez-vous gouverner Paris ? D'abord parce que je pense que le temps du changement est arrivé. Ça fait 25 ans que c'est la même équipe. Et les 12 dernières années sont les années Hidalgo et Grégoire, ont parfois été difficiles pour les Parisiens. Et en démocratie, l'alternance, c'est sain. Nouvelle vision, nouveau projet, nouvelle équipe, c'est important. Et je porte une légitimité. La légitimité d'un mandat depuis 18 ans. Je connais Paris. Je connais la diversité des quartiers. Je respecte profondément les Parisiens. Et je veux réussir un changement tranquille, un changement serein, un changement qui va se voir chaque jour dans les rues de Paris. La propreté, la sécurité, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, la question aussi du logement accessible. Bref, on a le projet le plus solide parce que c'est le projet qui est financé. Et je veux être un maire à temps plein, car pour moi, Paris n'a jamais été un marchepied ou un trépied. J'ai toujours été constant dans mon engagement pour Paris. Et la gouvernance, vous avez raison de poser cette question, elle est très importante. Un maire qui saura travailler avec les autres. Travailler avec l'État, avec la région, avec les communes riveraines, avec le monde économique, avec le monde associatif, qui saura consulter les Parisiennes et les Parisiens sur des sujets à la fois de Donc, quartier. ça veut dire des consultations, des votations citoyennes ? Ce sera des consultations, mais il y aura plusieurs questions pour éviter d'antagoniser sur un seul sujet. Mais avant, il y aura des débats dans les quartiers, un appel au vote, et on pourra aussi voter en ligne. On pourra voter dans sa mairie, mais on pourra aussi voter en ligne pour avoir une participation beaucoup plus forte. Je crois que le mandat municipal peut être le mandat de la confiance. Et moi, je veux mettre l'efficacité et la probité à tous les étages de la gestion de la ville de Paris. Alors, vous voulez l'alternance, ça pose la question des alliances. On en parlera bien sûr tout à l'heure. D'abord, cette question d'actualité pour commencer. Un collégien de 13 ans a été frappé et racketté lundi soir dans le 18e arrondissement, votre arrondissement, alors qu'il se rendait à la synagogue. Une agression violente menée par 5 individus sous des insultes antisémites et avec menace de couteau. Un suspect a d'ailleurs été arrêté. Votre réaction, Pierre-Yves Bournazel ? C'est absolument effroyable. Et l'antisémitisme progresse dans notre pays, et particulièrement à Paris. Il y a plus d'une agression par jour à Paris. Plus d'une agression antisémite par jour. Et ça, c'est très, très grave. Et donc, nous devons agir. Et je formerai demain une police municipale à la lutte contre les discriminations, à la lutte contre le racisme, à la lutte contre l'antisémitisme. J'aurai une police 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle sera donc visible dans les rues. Elle sera dissuasive et réactive. Par ailleurs, je pense qu'il faut vraiment agir aussi sur l'éducation, sur la formation, déconstruire les préjugés, la haine de l'autre. Je suis le candidat le plus clair sur les valeurs. Je veux me battre contre l'extrémisme politique, d'où qu'il vienne. On doit être en sécurité à Paris, quelle que soit sa confession, sa non-confession, quelle que soit son origine, quelle que soit sa couleur. On doit pouvoir vivre sa vie comme on l'entend. Paris, c'est la capitale de la liberté, de la tolérance, et je ferai reculer les agressions, je ferai reculer la haine de l'autre, toute forme de discrimination. Je serai un maire vigilant, je serai un maire sur la sécurité, et je serai un maire aussi qui sera capable de travailler avec les partenaires. Je pense là, puisqu'il s'agit d'antisémitisme, avec les partenaires de la communauté juive, organisés pour se battre. Surveillance particulière peut-être des lieux de culte ? Les lieux de culte, alors j'allais venir à travailler avec la communauté juive pour protéger les lieux de culte. Il y a eu, il y a quelques semaines, un acte antisémite sur une école du 20e arrondissement. Vous étiez en meeting hier soir au Cirque d'Hiver avec la présence d'Édouard Philippe, président de votre parti Horizon, et Gabriel Attal, secrétaire général du parti Renaissance. Ça aussi, on en parlera tout à l'heure. D'abord, on va s'arrêter sur un thème de votre campagne, les familles. Vous vous en plaignez, Paris a perdu quasi 180 000 habitants depuis 2014. Et selon l'INSEE, bien 60% des ménages quittant la capitale restent en Île-de-France. Et pour beaucoup, vont en petite couronne. C'est Parisiens qui quittent la capitale, qui en est responsable. Est-ce que vous estimez
que la majorité sortante a une part de responsabilité. Évidemment qu'elle a une part de responsabilité, parce que Paris est une ville toujours plus chère et les Parisiens s'en vont. Et c'est notamment les classes moyennes et les familles qui font le bonheur de Vanves, de Montreuil, de Neuilly ou de la 2e ou 3e couronne. Et Paris doit être une ville attractive, une ville dynamique. Et pour ça, il faut garder les familles, parce que ce sont des classes qui ferment. C'est même une école à Paris-Centre qui a fermé. Et je veux redonner confiance aux familles. Mais est-ce que vous savez combien Paris a perdu d'habitants entre 1975 et 1999 ? Non, vous allez me le dire. Eh bien, exactement, quasiment le même nombre d'habitants. C'est reparti un petit peu à la hausse. Du temps de Bertrand Delanoë, c'est reparti à la hausse. Voilà. Il disait d'ailleurs qu'il était un maire aphrodisiaque. Mais quand la droite, non sans humour, à 3 ans près, puisque Jacques Chirac a été élu en 77, Paris a perdu 170 000 habitants aussi. Est-ce que c'est vraiment la faute d'un exécutif municipal ? Oui, parce que la ville est plus chère. Incontestablement, parce que les mauvais choix ont été opérés sur la politique du logement. Et je veux revoir la politique du logement. Que fait la ville aujourd'hui ? Elle préempte à tout va. D'abord, ça coûte très cher aux contribuables, 250 millions d'euros par an. Ça veut dire que la ville achète avec l'argent du contribuable des logements au prix du marché et les transforme de logements privés en logements sociaux. Donc ça, vous arrêtez. Oui, pourquoi ça ne crée pas un nouveau logement ? Ça participe à la raréfaction de l'offre privée dans les quartiers et donc à la hausse des prix et à la spéculation immobilière. Il y a par ailleurs le phénomène Airbnb, que je veux davantage contrôler, je veux faire un contrôle a priori, et je veux limiter à 30 nuitées pour éviter la professionnalisation et remettre des logements sur le marché. Je veux créer un choc d'offres. Je dis, demain, maire de Paris, les propriétaires ne seront pas des ennemis, mais des alliés. Si vous remettez comme propriétaire votre bien sur le marché principal, que vous le sortez de la résidence secondaire ou de la location saisonnière, je vous baisserai la taxe foncière, mais je vous assure le paiement de vos loyers impayés. Sera un garanti. PAC 100% garantie paiement des loyers. C'est un argent qui sera mieux utilisé que la préemption. Ça permettra de faire revenir 60 000 logements sur le marché, 60 000 familles qui pourront vivre à Paris, refaire vivre nos commerces de proximité, nos crèches et nos écoles. Les logements sociaux, vous les stabilisez à 25%, ça veut dire qu'on n'en construit plus. 25%, mais comme la part de logements sociaux est calculée sur la part de résidence principale, mon choc d'offre va permettre 60 000 nouveaux logements sur le marché. Donc ça veut dire qu'un quart de plus de logements sur ces 60 000, ça fait 15 000 logements sociaux supplémentaires sur la mandature. Quand on parle des familles, on parle aussi des places de crèche. Vous proposez 10 000 places de crèche supplémentaires ou autres solutions de garde, comme les gardes à domicile ou les maisons d'assistantes maternelles. Le problème, c'est qu'il y a une pénurie de personnel. 18% des 40 000 places de crèche étaient gelées à la dernière rentrée. Promettre 10 000 nouvelles places de crèche, si on n'a pas le personnel pour les remplir... c'est très lié à la problématique du logement, à l'éviction des gens qui travaillent à Paris et qui ne peuvent pas vivre à Paris. Et dans ma politique du logement, je veux donner la priorité absolue d'accès au logement social de la ville de Paris aux personnes qui travaillent à Paris. C'est les puéricultrices, très important. C'est les policiers municipaux et nationaux, ce sont les enseignants, les aides-soignantes, les infirmières, mais aussi les femmes et les hommes qui travaillent dans nos commerces, dans nos entreprises, parfois en horaire décalé, à qui on ne propose jamais rien. Je veux qu'ils soient prioritaires dans l'accès au logement de la ville de Paris, parce que pour moi, c'est une question de justice sociale, c'est une question de mérite. Ce sont des travailleurs essentiels, ils tiennent Paris debout, il faut leur donner la priorité d'accès au logement de la ville. Les familles, c'est aussi, elles expriment aussi parfois un besoin de mobilité en voiture. Or, c'est de plus en plus compliqué de se déplacer en voiture à Paris. Vous voulez, par exemple, 1000 rues apaisées et végétalisées. Est-ce que ça veut dire que vous allez continuer à réduire la place de la voiture en ville ? En trouvant des solutions. Je propose aux franciliens, qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture en partant de chez eux, de pouvoir laisser leur voiture dans des parkings relais sécurisés. Ils seront gagnants parce qu'ils iront plus vite ensuite en transport en commun, au centre de Paris, plus vite qu'en voiture. Et on les met où, ces parcs relais ? Notamment près des gares franciliennes et près des nouvelles gares du Grand Paris Express, ces lignes qui sont en train d'émerger et qui vont nous permettre d'aller plus vite d'un point à un autre de l'Île-de-France et à Paris. Ça veut dire que vous dialoguez avec qui ? Avec Île-de-France Mobilité avec ou avec Île-de-France Mobilité. Le Grand Paris ? Les deux, mais avec Île-de-France Mobilité, puisque la présidente de la région, Mme Pécresse, est est favorable à l'idée que je porte, 30 000 places de parking relais sécurisées pour permettre à ces franciliens d'avoir une solution, de pouvoir aller à Paris intramuros en transport en commun de manière beaucoup plus rapide, décongestionner ainsi Paris de la voiture pour avoir moins de thrombose, moins de tension, moins de bruit, de pollution, pour que les automobilistes parisiens puissent davantage circuler dans leur ville, mais que les piétons et les cyclistes
puissent aussi circuler de manière plus tranquille. Mais sur cette question-là des mobilités, de la circulation, est-ce qu'il faut plus de gouvernance métropolitaine? Il y a Sébastien Lecornu, le Premier ministre, qui a annoncé un futur projet de loi pour la période après les municipales. Il vise à simplifier l'organisation territoriale de la métropole du Grand Paris, qui est un véritable millefeuille administratif. Alors il y aura une consultation des élus. Vous allez plaider pour quoi? Je suis favorable à la métropole. Je suis un métropolitain. Pourquoi? Je l'explique. Parce qu'à l'échelle d'une métropole dense, comme le Grand Paris, on peut décider ensemble de stratégie. La circulation, il faut évidemment un plan de circulation à l'échelle du Grand Paris, de la métropole, pour harmoniser les stratégies de toutes les communes. Il faut faire de même d'ailleurs sur le logement, sur l'urbanisme, sur l'attractivité économique, sur la lutte contre le réchauffement climatique. La stratégie va marcher à la bonne échelle parce que si on applique la même stratégie, les mêmes politiques publiques, on sera beaucoup plus efficace pour les grands Parisiens comme pour les Parisiens. Est-ce qu'on reste dans l'ordre du stratégique ou est-ce qu'on lui donne des pouvoirs politiques à cette métropole? La stratégie, c'est-à-dire on établit ensemble ce qu'on doit faire et évidemment il faut des leviers politiques, des leviers juridiques pour appliquer les politiques publiques. Donc vous accepteriez un transfert de compétences vers la métropole de Paris, que Paris puisse perdre des compétences par exemple? Mais sans tabou, parce que si c'est efficace pour les Parisiens et pour les grands Parisiens, eh bien alors tout le monde est gagnant. Alors, dans cette campagne, vous partagez un point commun avec Rachida Dati, ce n'est pas la seule, c'est votre volonté de protéger le piéton. Vous souhaitez un plan zéro piéton mort à Paris. Il faut dire qu'en 2024, 148 d'entre eux ont été tués ou blessés graves dans la capitale. On en parle dans quelques instants. On fait d'abord un point sur les chiffres de la sécurité routière avec Antoine Delcourt. Dans Paris intramuros, les accidents graves se sont réduits en 2024. 433 personnes tuées ou grièvement blessées sur la route. C'est 27 de moins qu'en 2023, selon le dernier rapport sur la sécurité des déplacements. Derrière cette amélioration, le nombre de piétons victimes de la circulation a lui augmenté. 148 tués ou blessés graves, soit 22 de plus que l'année précédente. Les conducteurs de deux roues motorisés restent la catégorie la plus vulnérable. 159 victimes, 31% des accidents. La route reste dangereuse aussi pour les cyclistes. Le nombre de victimes à vélo a baissé de plus de 7%, mais celui des tués et blessés hospitalisés a augmenté. En octobre 2024, la mort de Paul Vary percuté par un SUV a choqué les esprits. Depuis, la mairie a promis d'aménager une soixantaine de carrefours sur les 200 les plus dangereux recensés dans la capitale. Mais pour les associations, il faut aller encore plus loin et sécuriser davantage les pistes cyclables. À ce jour, 1500 km sont déployés dans la capitale. Alors, Pierre-Yves Bournazel, comment est-ce qu'on passe de 148 piétons morts ou blessés graves à zéro? Vous savez, ce qui se passe dans notre espace public parisien est assez grave, parce que le piéton est le plus vulnérable. Et tout aménagement doit être pensé à partir du piéton du plus vulnérable. Or, on a installé la pagaille à Paris. Et je veux être le maire anti-pagaille. Je veux réordonner notre espace public. Tous les aménagements dangereux seront revus. J'ai regardé avec les associations, j'ai regardé avec les Parisiens. Il y a 200 carrefours très dangereux. On va les réaménager. La mairie avait identifié d'ailleurs. Oui, mais malheureusement, elle ne l'a pas fait. Je veux le faire dès avril 2026. Je veux que le changement se voit dans les rues de Paris. Et donc, on va apaiser notre espace public et protéger notamment les traversées des piétons. Les piétons doivent être prioritaires. 55% des déplacements à Paris se font à pied aujourd'hui. Donc, le piéton est important, mais il est vulnérable. Il faut le protéger. Je veux mettre en place aussi de l'éducation au savoir rouler. Pour les cyclistes, je veux continuer à développer le vélo, mais prendre un vélo, ça ne se fait pas de manière automatique, ça s'apprend. Il faut respecter le piéton, il faut respecter le code de la rue. Et je sanctionnerai d'ailleurs les individus inciviques, les cyclistes inciviques, par une brigade spécialisée de la police municipale. Qui sera en vélo ? Oui, qui sera capable d'identifier les personnes qui posent des problèmes, qui sont inciviques, pour lutter contre la récidive. Ça me paraît vraiment fondamental. Donc le piéton sera une priorité absolue de mon mandat. Alors, sur cette question des mobilités, nous avons notre spécialiste qui a des questions bien précises à vous poser. On accueille Bertrand Lambert. Bonjour Bertrand. Bonjour Florent. C'est à vous pour 4 minutes. Vous voulez également mettre le paquet sur le bus, oui. Qui ne va pas très bien, on ne va pas se mentir, dans Paris aujourd'hui, et notamment créer 3 nouvelles lignes de bus express, une est-ouest, une nord-sud, et une qui relierait les gares, qui ressemble à un 91 prolongé, on va dire. En quoi rapide. Rapide. Alors justement, c'est ma question. En quoi ces lignes seraient plus rapides et plus fiables que celles qu'on connaît aujourd'hui ? D'abord, on va décongestionner, je l'ai dit, Paris de la voiture extérieure.
Donc on va créer beaucoup plus de fluidité dans l'espace public parisien, qui sera mieux organisé, avec des travaux enfin gérés, et je serai le maire anti-pagaille. Déjà, ça ira beaucoup mieux. Je vais me battre pour qu'avec Île-de-France Mobilité, on mette plus de bus dans nos couloirs, qu'il y ait plus de régularité pour que ça devienne un service public opérant. Parce que comment font les personnes âgées? Comment font les personnes qui connaissent le handicap? Elles Comment prennent font les d'abord familles avec le bus ou le tramway. Comment font les personnes avec des poussettes? Aujourd'hui, c'est le bus qui est l'alternative. Sauf que beaucoup trouvent que le bus, il est irrégulier, il faut attendre 20, 25 minutes. Il a été délaissé, effectivement. Voilà. Donc, priorité pour le bus, avec la priorité au carrefour pour le bus, avec les feux intelligents. Et mais ça fait 15 ans que j'en entends parler, oui, de ces bus intelligents. Mais ça n'a jamais fonctionné. Même sur le 91, on a testé ça de l'époque de Lonnanoé, ça a été retiré au bout de 6 mois. Parce mais aujourd'hui, l'innovation il y a trop d'intersections sur une voie de bus par rapport à un tramway, par exemple. L'innovation nous permet de le faire. Et j'ai travaillé justement mon projet avec des spécialistes de ces sujets-là. Je suis allé voir dans des métropoles et j'ai discuté internationale, européenne, voir le meilleur de l'innovation. Il faut mettre l'innovation et l'intelligence artificielle éthique au service du public. Et les feux intelligents, ça peut marcher, ça peut fonctionner, ça peut fluidifier la circulation, surtout s'il y a moins de voitures dans Paris, puisqu'on aura trouvé des solutions. Et puis je vais désengorger les couloirs de bus des véhicules qui n'ont rien à y faire, notamment les véhicules de livraison, parce que je vais doubler le nombre de places de livraison. Et ainsi, on va créer de la fluidité, plus de bus et donc plus de services publics pour permettre aux Parisiens d'aller et venir facilement dans leur ville. Alors, plus de bus, il va falloir convaincre Île-de-France Mobilité, vous l'avez dit. Oui, mais c'est pas 450 millions d'euros d'investissement de la ville de Paris à Île-de-France Mobilité, ça nécessite des retours sur investissement. C'est juste 4% du budget annuel d'Île-de-France Mobilité, c'est pas grand-chose. Il y a d'autres de vos propositions quand même qui dépendent uniquement d'Île-de-France Mobilité. Vous voulez le métro automatique la nuit, la fin des bus diesel, bon ça de toute façon c'est pour dans quelques mois, le paiement en CB dans le métro, l'automatisation des lignes de métro qui s'accélère. Tout ça, ça ne peut pas se faire sans Île-de-France Mobilité. C'est des propositions qui vont plaire aux Parisiens. Quels sont vos leviers aujourd'hui à Paris, dans le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité? 33 membres, 17 de la région, 5 de Paris seulement. Je ferai entendre la voix de Paris. Et la voix de Paris, ça compte. Et je sais travailler avec les autres. C'est peut-être la différence avec ce mandat. Et je tendrai la main à Mme Pécresse, à la présidente de la région, et je lui dirai, voilà les objectifs de Paris, voilà ce que nous exigeons d'Île-de-France Mobilité, voilà quels sont nos objectifs, et je crois qu'elle les partage. Et donc on va faire accélérer un certain nombre de décisions. Je pense par exemple à l'automatisation, qui est évidemment l'avenir, et Île-de-France Mobilité est pour l'automatisation. Et moi je suis prêt à investir davantage. On ne peut rien accélérer, il faut 10 ans. Le prochain maire de Paris ne verra pas l'automatisation de la ligne 13 qui vient d'être lancée. Peut-être, mais on peut accélérer, on peut mettre du financement. Car j'ai un plan d'économie de 4 milliards d'euros sur le train de vie, l'hôtel de ville et des réformes structurelles. Ça va me permettre d'investir sur des priorités des Parisiens, sur la sécurité comme sur les transports. Et demain, moi, je ne veux pas être un maire passif. Un maire qui dise comme aujourd'hui, c'est pas moi, c'est Île-de-France Mobilité, c'est la région Île-de-France. On donne de l'argent des Parisiens à Île-de-France Mobilité, on doit être plus exigeant pour cet argent public, il faut que ça aille plus loin, il faut que ça aille plus vite et plus fort. Vous pouvez compter sur ma détermination pour que l'automatisation avance sur le métro, l'accessibilité avec une carte PMR sur chaque ligne de métro, et il y aura des bus dans les couloirs, je vous le garantis. Vous donnez également de l'argent à Smooth & Go, on va parler un petit peu de vélo, et vous voulez un Big Bang pour le Vélib, c'est l'opérateur qui a succédé à JC Decaux, tout le monde s'en souvient. Vous voulez carrément, si je vous cite, démonter toutes les bornes Vélib, recentrer l'offre sur les vélos cargo et des vélos équipés de sièges enfants. Donc là, concrètement, c'est 18 mois sans Vélib. Vous savez bien que notre espace public change, et il va falloir l'apaiser. Vous savez bien que maintenant, il y a 3 prestataires privés en free floating, et les usages ont changé. Et ce Vélib, ça a été un accident industriel. À partir de 2017. A été épouvantable, mais on est quand même un petit peu sorti de là. L'an dernier, Vélib a battu tous ses records, on va voir les chiffres, 47 millions de locations, près d'1 million d'utilisateurs uniques. On va dire que ça a pris du temps, mais ça y est. J'écoute les utilisateurs, et les utilisateurs me disent qu'ils préféraient que ce soit organisé en free floating, de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus adaptée à leurs usages aujourd'hui. Et en plus, c'est une offre plus de vélos garés n'importe où, n'importe comment. Pas n'importe où. Ça sera ordonné, mais il n'y aura plus les bornes, ça sera beaucoup plus simple, ça sera beaucoup plus utilisable. Et je rappelle que Vélib, c'est à l'échelle de la métropole. Donc c'est un avantage sur les compétiteurs privés qui, eux, ne sont qu'à Paris intramuros. En parlant de compétiteurs, très rapidement, les questions flash. Alors, question flash, question rapide. Le périph' à 50, stop ou encore? Périph' à 50, oui, dans les heures en pleine journée, mais le soir, dès qu'il y a plus de fluidité, je remets à 70 km/h. Le remboursement par la ville des passes Navigo et des imaginaires pour les jeunes Parisiens? Je garde la protection.
Et une petite dernière, le doublement de la piste de Sébastopol, qui est Oui, aujourd'hui je la- la piste la plus coincée, la plus Oui. chargée de Paris. Je le porte depuis plusieurs années, j'ai fait des vœux en ce sens au Conseil de Paris, donc oui. Mais ça coince parce que la préfecture de police ne le veut pas. Oui, je sais bien, mais c'est la réponse qui m'a été donnée. Mais comme maire de Paris, je me battrai, parce que là, c'est urgent. Voilà, pour la sécurité à la fois des piétons et des cyclistes. Ah, et merci beaucoup Bertrand, on va continuer à avancer dans cette émission et en venir à quelques petites questions politiques. Nous le disions tout à l'heure, vous étiez en meeting hier soir avec, en soutien, Édouard Philippe et Gabriel Attal. Vous comptez sur ce meeting pour peut-être relancer une campagne qui patine. En tout cas, vous restez le troisième homme dans cette élection. Ça patine pas du tout, je vous rassure tout de suite. Nous sommes en dynamique. Je me suis installé Oui, progressivement. justement, la dynamique, elle est un petit peu bloquée en ce moment. Non, je suis installé aujourd'hui comme la troisième force. Mais il y a des sondages, il y en a eu un de l'IFOP fin novembre, il y en a eu un hier d'Harris Interactive, qui montre qu'au second tour, je suis le candidat qui peut l'emporter face au candidat sortant, M. Grégoire. Je suis le candidat le plus sûr pour réussir le changement. Et donc je porte le projet le plus solide, celui qui est financé, et je dis aux Parisiens, il faut voter pour un changement serein, pour mettre l'efficacité et la probité à tous les étages de la gestion de la ville de Paris. Mais au second tour, je suis un candidat de rassemblement. Celui qui peut unir des Parisiens qui peuvent venir de la gauche modérée comme de la droite, mais qui estiment que c'est pour Paris qu'il faut agir. Et après 25 ans d'une même équipe, après un échec, et M. Grégoire le reconnaît lui-même, il a fait un mea culpa sur la propreté, un mea culpa sur les travaux, un mea culpa sur le périscolaire. Bref, quand on dit qu'on a à peu près échoué sur tout, je ne vois pas pourquoi on demande 6 ans de plus. Donc ce changement-là, nous le préparons avec beaucoup de sérieux. Le rassemblement derrière vous. Oui. Il y en a une autre aussi qui veut le rassemblement derrière elle, c'est Rachida Dati. Je vous propose de l'écouter. Elle était interviewée hier lors de la présentation de son programme. Ceux qui veulent le changement doivent vouloir le rassemblement. Nous, on n'est pas sectaires, on accueille tout le monde, tous ceux qui sont de bonne volonté et qui veulent changer Paris. Donc nous, on n'est pas sectaires. Ceux qui ne veulent pas la victoire, en prendront la responsabilité. Nous, on veut la victoire, parce que les Parisiens attendent de nous qu'on change Paris. Est-ce que vous pourriez vous rassembler avec Rachida Dati au second tour ? Vous savez, je suis comme un sportif. Je me prépare à cette compétition depuis longtemps. Je suis élu de Paris depuis 18 ans et je veux passer la première mi-temps. Et je veux aller dans la deuxième mi-temps et je veux marquer suffisamment de buts pour gagner. Voilà mon état d'esprit. Et sur le chemin, je veux rassembler. Et je le dis et je le redis, je suis le candidat du rassemblement. C'est mon tempérament et mon caractère. Dans mon parcours à la région Île-de-France, au Conseil de Paris ou comme député, j'ai su travailler avec les autres. J'ai fait voter des propositions de loi à l'unanimité. J'ai été le responsable de la région Île-de-France en charge de la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 que nous avons gagné avec la ville de Paris, avec Tony Estanguet et Bernard Lapassé. Je sais travailler avec les autres et c'est ça être maire. Et c'est pour ça qu'au second tour, je rassemble plus large que Mme Dati parce que je suis moins clivant et que le projet que je porte est mieux disant. Par exemple, mon projet est entièrement financé. Mme Dati dit qu'elle fera 600 millions d'euros d'économies. Mais 600 millions d'euros d'économies, ça ne désendette pas Paris et ça ne permet pas d'avoir des marges de manœuvre pour investir. Demain, elle sera incapable de faire la police municipale que j'appelle de mes voeux. Elle sera incapable de remettre des bus dans les couloirs pour investir davantage Île-de-France Mobilité. Elle sera incapable, malheureusement aussi, d'investir pour le logement accessible et de soutenir les propriétaires pour protéger les locataires parisiens dont je parlais tout à l'heure avec mon choc d'offre pour remettre 60 000 logements sur le marché. Dans ce livre que vous avez publié, que vous avez sorti en même temps que votre lancement de campagne à peu près, vous dites l'intérêt de Paris et de ses habitants doit être notre boussole et exige de dépasser les clivages partisans stériles. Le problème, c'est que le conseiller d'opposition et président de votre groupe au Conseil de Paris, Paul Hatt, vient de quitter votre campagne. Il a claqué la porte. Il dénonce une gauchisation de votre campagne. Il indique que tout est fait pour épargner Emmanuel Grégoire et faire perdre Rachida Dati. Qu'est-ce que vous lui répondez à Paul Hatt ? Il y a une gauchisation de votre campagne. Il y en a pas mal qui se posent la question de est-ce que vous n'allez pas plutôt regarder Emmanuel Grégoire au second tour, je l'ai par dit exemple ? et écrit, je ne m'allierai jamais avec M. Grégoire, qui est le candidat sortant et le candidat de l'échec. Donc tous ceux qui disent le contraire désinforment. Moi, je suis un homme respecté et respectable. Je respecte les autres, mais je ne pratique pas l'invective et la désinformation de manière générale. Et je crains que le clan de Mme Dati propage de fausses rumeurs. Et je pense qu'il ne faut pas faire de la politique comme ça, parce que je respecte la démocratie et les Parisiens. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui considèrent que je suis trop à gauche, il y a des gens qui considèrent que je suis trop à droite. Ma seule boussole, je l'ai dit, c'est le service de Paris et des Parisiens. Et je l'ai montré depuis 18 ans. Et ça oblige à rassembler, à unir, à fédérer. Et être maire, c'est pas être l'otage d'un clan. C'est être clair sur ses principes et ses valeurs. Que vous soyez devant ou derrière, il y aura un rassemblement au second tour ou est-ce que vous pourriez vous maintenir en autonomie
Et peut-être jouer le troisième tour. Je suis un homme de rassemblement. J'ajoute juste une chose par rapport à votre question. Je suis un homme de valeurs. Je crois aux valeurs de Paris. Et je suis le candidat le plus clair sur les valeurs de Paris. Parce que mes deux principaux concurrents, M. Grégoire et Mme Dati, sont les otages de leurs extrêmes. M. Grégoire a fait alliance avec Mme Simonet, candidate mélenchoniste en 2020 à la mairie de Paris, qui faisait campagne pour être députée en 2022 dans les rues de Paris avec l'antisémite Jérémy Corbyn. Alors je dis qu'il fait rentrer le loup dans la bergerie. De l'autre côté, Mme Gnafou a proposé une alliance à Mme Dati. Jamais Mme Dati n'a répondu clairement à la question. Non, elle n'a pas dit clairement « je ne m'allierai ». Pas par rapport à Sarah Gnafou, mais elle a dit « pourquoi m'allier avec la candidate d'un parti dirigé par un Éric Zemmour qui m'a accusé d'avoir appelé ma fille Zora du nom de sa mère et pas avec un prénom français. » Et elle a raison là-dessus. Simplement, elle n'a pas dit « je ne m'allierai jamais avec Mme Gnafou ». Je l'ai dit, je l'ai écrit. Je suis clair sur les valeurs. Je ne veux pas que l'extrémisme politique, quel qu'il soit, puisse peser sur l'avenir de la gestion de Paris. C'est important pour moi, Paris. Et je veux défendre Paris, je veux défendre les Parisiens. C'est pour ça que je veux rassembler, au-delà d'un parti, de deux partis. Je suis très heureux d'avoir le soutien de Gabriel Attal et d'Édouard Philippe. Mais hier soir, dans ma réunion au Cirque d'Hiver, il y avait des femmes et des hommes qui venaient de la gauche modérée, de la gauche associative. Il y avait des gens de droite qui étaient au LR, qui m'ont rejoint, qui étaient avec Mme Dati précédemment. Il y avait évidemment des gens de Renaissance et d'Horizon. Mais il y avait des Parisiens, surtout du monde culturel, du monde associatif, du monde des solidarités, du monde économique, qui aiment profondément Paris et qui veulent se battre pour Paris, pour les Parisiens. Être maire, c'est pas être l'otage d'un parti. Je suis un homme libre, indépendant d'esprit. Et je veux mettre cette liberté, cette indépendance d'esprit au service d'un bon projet pour Paris. C'est ça, mon ambition. Toute ma passion, tout mon engagement, c'est pour Paris depuis des années. Et je le fais avec beaucoup de constance, beaucoup d'authenticité, de sincérité. Et l'équipe qui m'accompagne est une équipe solide qui représentera bien Paris. Un mot rapidement sur un de vos sujets depuis longtemps, la dette de la ville de Paris. 4 milliards en 2014, 9,3 milliards en 2025. Vous proposez-vous un plan d'économie de 4 milliards sur plusieurs années? C'est quoi, sur le mandat? Oui, sur le mandat. Je propose deux choses. Vous les trouvez où, ces économies? Je vais vous le dire. 4 milliards d'euros d'économies et 3 milliards de rentrées. Les 3 milliards de rentrées, c'est la vente de 20 000 logements qui appartiennent aujourd'hui à la ville de Paris, mais qui ne sont pas sur le territoire parisien, notamment dans les départements franciliens. Ça fait 7 milliards de marge de manœuvre. Ça va nous permettre de désendetter Paris. Et ensuite, ça va nous permettre d'avoir de nouvelles marges de manœuvre pour investir sur la qualité de vie des Parisiens, notamment la sécurité, mais aussi un meilleur espace public, des bus dans les couloirs, le logement accessible et le sport ou la culture. Les 4 milliards d'euros d'économie, c'est la débureaucratisation de l'administration parisienne. Je ne remplacerai pas tous les fonctionnaires qui partiront à la retraite, notamment dans la technostructure. Je veux lutter contre l'absentéisme, qui est un véritable fléau à la ville de Paris, qui coûte 250 millions d'euros par an. Est-ce qu'il y a trop d'agents à Paris? Il y a trop dans la bureaucratie, oui. C'est pour ça que je dis débureaucratiser. Ensuite, je veux faire en sorte de lutter contre l'absentéisme, avec le bien-être au travail, avec un meilleur suivi social, médical et psychologique des agents, un vrai travail sur le temps de pause aussi pour l'accès à la culture et au sport, mais je ferai aussi le contrôle des certificats médicaux abusifs. Je vais arrêter l'appréhension, je l'ai dit tout à l'heure, qui coûte 250 millions d'euros par an, l'appréhension qui est l'achat par la ville de Paris au prix du marché de logement. Je vais confier aux partenaires privés le nettoiement des rues pour que les rues soient plus propres, et tous les rapports démontrent que lorsque le privé le fait, c'est plus propre, et en plus, ça coûte moins cher aux contribuables. Et je vais diminuer le train de ville, hôtel de ville. Vous savez, je porte des mesures, fin des voitures avec chauffeur pour l'ensemble des élus, de gauche comme de droite du Conseil de Paris, des mairies d'arrondissement, fin des frais de coiffure, fin des frais de vêtements, fin des jetons de présence pour les élus qui siègent dans les sociétés d'économiques de la ville de Paris. Tout ça pour des élus propres, pour des élus honnêtes, pour des élus respectés. 1 euro d'argent public doit être 1 euro traçable. Très rapidement, vraiment rapide, le périscolaire, comment vous remettez l'ordre? D'abord, pardon de le dire, mais c'est une honte. Et c'est une véritable horreur ce qui se passe là aujourd'hui en périscolaire. Il y a eu des mauvais encadrements, des signalements, c'est très grave. Des cas de violences sexuelles. Des signalements qui sont remontés et qui n'ont pas été suivis des faits. Ça veut dire qu'on a laissé n'importe qui devant nos enfants commettre des violences verbales, physiques et sexuelles. Il y a de quoi se dire qu'il y a eu un manquement à l'éthique de responsabilité. Maire de Paris, dès avril 2026, j'agis. Je veux devant nos enfants des personnes dont on aura contrôlé systématiquement les casiers judiciaires, mais aussi tous les antécédents. Non, ils le disent, mais ce n'est pas fait, et vos confrères l'ont démontré. Je veux qu'on vérifie tous leurs antécédents, leur parcours. Je veux que ces personnes soient absolument fiables, expérimentées. Je veux qu'ils soient formés au moins 2 ans. Je mettrai en place des contrôles inopinés et surprises dans tous les sites, et je formerai tous les autres encadrants pour détecter les signaux faibles. Il faut donner la priorité absolue à nos enfants, à leur sécurité. Et maire de Paris, dès avril 2026, ça sera ma
première mesure. Dernière question, oui ou non, est-ce qu'il faut vendre le Parc des Princes au PSG ? Je suis prêt à le faire, mais d'abord, je vais dialoguer avec le club, le PSG. Je mettrai tout sur la table pour l'agrandissement du parc, car pour moi, le parc, c'est le PSG, c'est le parc, et donc il n'y aura pas de tabou. Maire de Paris, je garderai le PSG au Parc des Princes pour le plus grand bonheur des supporters et pour que Paris rayonne, car Paris Saint-Germain, c'est pas Poissy-Saint-Germain. Il faut que le parc accueille le PSG pendant de longues années. Et vous aviez la bonne formule. En tout cas, vous l'aviez peut-être préparée. Merci beaucoup, Pierre-Yves Merci à Bournazel, vous. d'être venu sur notre plateau. Je vous laisse découvrir les autres candidats à la mairie de Paris, et en particulier ces 3 candidats. Blandine Chauvel pour le NPA, Marielle Saulnier pour Lutte ouvrière. Vous allez les voir s'afficher, ces candidats, je l'espère. Et puis enfin, Antonin Duhart pour les écologistes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi, pas demain, mais vendredi, avec une nouvelle candidate. Et cette nouvelle candidate, c'est Rachida Dati. Très bonne journée à vous.